Bonjour à tous, Mohamed Bechrif, responsable de l'UV EL22. On fait ce cours à distance vu les événements actuels et il s'agit du chapitre fonction transfert qui est un chapitre important pour tout automaticien puisque je rappelle que le rôle d'un automaticien c'est dans un premier temps c'est de prouver la stabilité d'un système donné. Donc s'il est stable tant mieux, s'il est instable il faudra le stabiliser. Et donc cette phase de test de stabilité ou de stabilisation passe par une étude théorique. Étude théorique qui a besoin d'un modèle de départ pour appliquer les équations et les formules qu'on va apprendre ensemble. Donc la première partie ou le premier chapitre, très important, première phase pour un automaticien, c'est de modéliser son système. Alors le système peut être électrique, mécanique, fluidique ou autre, peu importe. Tout système qui est régi par des équadifs, on peut transformer ces équadifs en fonction transfert afin d'appliquer la théorie des systèmes qui va venir par la suite. À savoir que dans EL22, on ne s'intéresse qu'aux systèmes linéaires. Donc c'est des systèmes relativement simples. Les systèmes non linéaires n'étant pas à l'ordre de cette UV. Donc les systèmes non linéaires peuvent être vus par la suite en phys énergie par exemple. On n'aborde ici que les systèmes linéaires. Et donc un système linéaire peut être modélisé par une fonction de transfert. Donc, définition de la fonction transfert, on va considérer un système linéaire qui a une entrée E de t, E pour entrée, et une sortie S de t. Donc c'est des entrées et sorties qui sont dépendants du temps et qui peuvent varier en fonction du temps. Donc le comportement de ce système est décrit par des équations différentielles de ce type-là. Donc on a les sorties qui sont S de t dérivées jusqu'à l'ordre n, la dérivée nème de S par rapport au temps, et qui sont affectées à gauche de coefficients allant de A0 jusqu'à AN. D'un autre côté, ces sorties et leurs dérivées sont égaux à une combinaison des entrées E de t et les différentes dérivées des entrées jusqu'à l'ordre m, affectées également de coefficients allant de B0 jusqu'à Bm. Donc là, c'est une écriture simplement sous forme d'équation différentielle générale. Donc ce qu'on va faire par la suite, donc là on l'a expliqué au dernier cours que on s'intéresse à la résolution de ce système d'équations, la résolution des équations différentielles. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'on s'intéresse au tracé de la variable S de t. Donc il faudra résoudre cette équation, trouver une expression S de t et éventuellement la simuler dans le temps pour voir comment se comporte S de t dans un avenir soit proche, soit lointain. Donc d'ici une heure, d'ici un jour, d'ici quelques secondes, ou d'ici quelques années, comment se comporte mon système et en particulier la sortie S de t de mon système. Va-t-il rester stable? Va-t-il converger vers une consigne donnée ou au contraire va-t-il diverger? Donc s'il diverge, c'est qu'il est instable. Donc cette connaissance passe par la résolution de l'équation S de t. On a vu que si l'ordre du système est élevé, la résolution analytique de S de t le devient également. Donc la résolution dans le domaine temporel n'est pas évidente. On a fait la dernière fois un exemple jusqu'à n égale à 2. Et on a vu que la résolution était relativement complexe. Donc si n augmente, on aura beaucoup de mal à trouver la solution S de t. Donc, une autre façon de faire, c'est de passer au domaine fréquentiel par l'intermédiaire de la transformée de Laplace. Donc l'idée est de prendre cet équadif dans le domaine temporel, la passer en fréquentiel grâce à la transformée de Laplace,
Et là, on sait résoudre relativement facilement dans le domaine fréquentiel. Et une fois qu'on a trouvé la solution S de P, on pourra utiliser la transformée inverse de Laplace pour revenir et donner la solution S de T. Donc voilà l'approche qu'on va essayer d'appliquer au fur et à mesure de nos cours. Alors, par la suite, on va passer de l'équation différentielle en fonction du temps vers une équation vers leur transformée de Laplace. Donc, on va prendre une hypothèse initiale, c'est que les conditions initiales sont nulles. D'accord? Donc on démarre de variable étant nulle au départ. Donc la transformée de Laplace ou la variable de Laplace, l'opérateur laplacien P, qui est là par exemple, jusqu'à une dérivée n, l'opérateur laplacien P correspond à l'opérateur dérivé. Donc si on prend la condition que les valeurs des variables sont nulles à l'instant initial, autrement dit les conditions initiales sont nulles, P, l'opérateur laplacien, se résume à l'opérateur d sur dt. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va trouver d sur dt, on l'enlève et on le remplace par l'opérateur p. Donc si j'ai une dérivée seconde, ça sera un p au carré. Si j'ai une dérivée jusqu'à l'ordre n, ça sera l'opérateur laplacien p à la puissance n. De la même façon, la transformée de Laplace de petit s de t, ça sera grand S de P. Idem pour l'entrée E, la transformée de Laplace de petit e de t sera grand E de P. Donc on arrive assez facilement à l'équation qui est donnée là, simplement considérant que les conditions initiales sont nulles. Donc à partir de là, on voit bien que on a déjà enlevé une difficulté, c'est-à-dire que tous les S de P qui sont dans cette nouvelle équation peuvent être mis en facteur commun. Idem pour les variables E de P. Donc c'est ce qui nous permet d'écrire l'équation suivante, où on a sorti à gauche de l'égalité S de P facteur commun, et à droite de l'égalité S de P facteur commun. Qu'est-ce qu'on laisse dans les parenthèses? Ce sont simplement les coefficients et les opérateurs laplaciens P jusqu'à l'ordre n à gauche et P à la puissance m à droite. Ensuite, il faut savoir que la fonction transfert pour un système donné, c'est simplement le rapport de la sortie de ce système sur son entrée. Donc c'est le rapport de S de P sur E de P. À partir de la dernière équation, on peut exprimer le rapport de S de P sur E de P comme étant cette fraction. Et du coup, on a obtenu la fonction transfert qui lie l'entrée à la sortie. Alors, si vous ne voyez pas encore l'intérêt de la fonction transfert, je peux vous donner un exemple simple. Si vous prenez un système en le regardant comme étant une boîte noire dans un premier temps, et que je vous disais que ce système-là réalise une multiplication par 2. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez une entrée, en sortie, on récupérait cette entrée multipliée par 2. À partir de là, l'asservissement devient simple. Donc si je vous dis je souhaiterais que la sortie soit égale à 10 volts, par exemple, ou 10 radians par seconde, ou 10 bars, ou 10 degrés, vous allez simplement diviser par 2, qui est la caractéristique de ce système pour connaître l'entrée. Donc si je veux avoir 10, la valeur 10 en sortie, il suffit de mettre la valeur 5 en entrée. Et du coup, vous vous approchez d'un asservissement. Donc le fait de connaître la fonction qui lie la sortie à l'entrée nous permet de savoir
quelle entrée appliquer à ce système pour avoir une sortie désirée. D'où l'intérêt de cette fonction transfert. Alors bien évidemment, ce n'est pas toujours un gain entre l'entrée et la sortie, c'est souvent une fraction de ce type-là, pour laquelle on a au numérateur un polynôme jusqu'à l'ordre m et au dénominateur un polynôme jusqu'à l'ordre n. Bon, la fraction peut être simple ou compliquée en fonction de l'ordre initial du système. Donc, ce rapport entre la sortie S de P et l'entrée E de P sera appelé par la suite fonction de transfert et souvent cette fonction est appelée G. Donc c'est une fonction G de la variable P qui est l'opérateur laplacien, puisque le reste, ce ne sont que des coefficients. Les AI et les BI sont des coefficients qui sont généralement constants. C'est une fonction G de P pour laquelle la seule variable est l'opérateur laplacien P. Et comme on l'a vu précédemment, P c'est généralement sigma plus J oméga. Donc P dépend de la pulsation oméga, autrement dit, elle dépend de la fréquence. Donc on est bien dans le domaine fréquentiel quand on parle de fonction de transfert. Donc il est possible de factoriser les deux polynômes que l'on a obtenus. Les deux polynômes, je rappelle, ce sont les polynômes du numérateur et celui du dénominateur de la fonction de transfert. Donc soit on écrit ces deux polynômes de la façon précédente, à savoir des polynômes avec des puissances décroissantes ou des puissances croissantes en haut et en bas, soit on cherche à les factoriser et auquel cas on arrive à une fonction transfert G de P de ce type-là pour laquelle on a pu factoriser le numérateur et le dénominateur et donc on a obtenu ce qu'on appellera des racines. Donc les racines Z qui sont au numérateur sont appelées les zéros de la fonction transfert. Donc ce sont les racines forcément qui annulent le numérateur de la fonction transfert. D'accord? Donc si vous regardez en haut, si P égale à Z1 par exemple, le numérateur s'annule. Si P égale à Zm-1, le numérateur s'annule. Pareil. Donc tous les Z qu'on a trouvés là sont les racines du numérateur de la fonction transfert et en automatique on les appelle les zéros. Voilà. Si je vous dis plus tard, calculez-moi les zéros de la fonction transfert, il suffit simplement de trouver les racines ou les solutions qui annulent le numérateur. Par analogie, si on parle des racines qui annulent le dénominateur, on parlera de pôles. Donc je répète, les zéros, ce sont les racines qui annulent le numérateur. Les pôles, ce sont les racines qui annulent le dénominateur. Donc jusque-là, ce ne sont que de simples définitions mathématiques. Mais vous allez voir que ça va se transformer en des conditions de stabilité en automatique. Voilà. Donc je répète, on a démarré d'une modélisation d'un système quelconque, de n'importe quelle discipline, domaine, je dirais, électrique, mécanique, fluidique, biologique ou autre, et on a écrit les équations différentielles qui décrivent le comportement de ce système. À partir de là, ne sachant pas résoudre ou trouvant des difficultés à la résolution temporelle, on est passé à la transformée de Laplace pour aller dans le domaine fréquentiel et résoudre assez facilement dans le domaine fréquentiel. Alors, la résolution ne sera pas faite dans ce chapitre,
ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est d'exprimer le rapport sortie sur entrée. Donc pour une fonction, pour un système donné, le rapport de la sortie S de P sur l'entrée E de P, qui est appelé G de P ici, sera appelé la fonction de transfert du système en question. Donc pour cette fonction de transfert, si on calcule les racines du numérateur, on obtient les zéros. Si on calcule les racines du dénominateur, on obtient les pôles. J'espère que c'est clair jusque-là. Alors, souvent dans la pratique, on a des systèmes relativement complexes qui sont eux-mêmes composés de plusieurs sous-systèmes. Donc si on dispose de deux systèmes, de deux sous-systèmes appelés G1 et G2, et que ces sous-systèmes se trouvent connectés entre eux de cette manière-là, c'est-à-dire en cascade, donc on a l'entrée E de P qui agit sur le premier sous-système. Donc E de P n'agit pas directement sur le second. L'entrée agit sur le premier sous-système, et donc sur la fonction transfert G1. Et la sortie de G1 va agir sur ces G2. Donc, la sortie du premier sous-système G1 constitue l'entrée du second sous-système G2. La sortie globale qui m'intéresse, c'est S de P, et donc elle se trouve en sortie du second sous-système. Alors comment fait-on si on dispose d'un tel système? Nous serons également intéressés par trouver la fonction de transfert globale qui lie la sortie S de P, la sortie finale, à l'entrée E de P, l'entrée initiale. Et donc, on va chercher une fonction de transfert dite équivalente à ces deux systèmes qui sera appelée, par exemple, H de P. Dans le cas où vous avez deux systèmes en cascade, en série, donc qui sont connectés de la manière que vous voyez ici, la fonction transfert globale est simplement le produit des deux fonctions de transfert, G1 de P fois G2 de P. D'accord? Donc il suffit de prendre la fonction de transfert de chaque sous-système, et comme ils sont en série, on va multiplier les fonctions de transfert pour aboutir à une fonction de transfert globale ou dite équivalente. D'un autre côté, si on a des sous-systèmes en parallèle de ce type-là, on est également intéressé à trouver la fonction de transfert globale qui lie l'entrée principale E de P à la sortie finale S de P. Alors lorsque les sous-systèmes se trouvent en parallèle, comme indiqué sur ce schéma, il suffit d'additionner les sous-fonctions de transfert de G1 jusqu'à Gn. Alors, faire très attention sur ce schéma. Alors, il y a une condition, une règle pour dire que des sous-systèmes sont en parallèle. Il faut que les flèches qui rentrent dans chaque sous-système soient orientées dans le même sens. C'est-à-dire que tous ces sous-systèmes-là, toutes ces fonctions de transfert reçoivent la même entrée et délivrent des sorties qui sont additionnées ici. Donc si on a une flèche qui part dans le sens inverse, on n'a plus de système en parallèle. D'accord? Donc faire très attention au sens des flèches pour pouvoir dire qu'un système est mis en parallèle. Si c'est le cas, il suffit d'additionner les fonctions transfert correspondantes pour avoir la fonction transfert totale. Alors ensuite, on va définir ce qu'on appellera la fonction transfert en boucle ouverte
en anglais c'est Open Loop Transfer Function, qui correspond simplement au rapport de la sortie du bloc sur son entrée. Donc là, on a récupéré le schéma cascade en série, d'accord? Et on a deux blocs, bloc 1, bloc 2. La fonction transfert en boucle ouverte du bloc 1, c'est le rapport de la sortie de ce bloc, c'est-à-dire x de p, sur son entrée, e de p, d'accord? La fonction transfert en boucle ouverte du bloc 2, c'est le rapport de la sortie de ce bloc, S de P, sur l'entrée de ce bloc, à savoir X de P. Donc, pour le bloc 1, la fonction transfert en boucle ouverte, c'est X de P sur E de P. La fonction transfert du bloc 2, c'est S de P sur X de P. Donc, ceci est différent de la fonction transfert globale de tout le système. D'accord? Gardez en tête que la fonction transfert en boucle ouverte d'un système, c'est le rapport de sa sortie sur son entrée, indépendamment de ce qui pourrait se passer à droite ou à gauche. Ensuite, on va définir la fonction transfert en boucle fermée, Closed Loop Transfer Function. Alors, on a un système de ce type-là. Donc, vous avez l'entrée principale grand E de P. Vous avez ici un schéma d'un sommateur. Alors, un sommateur, c'est un additionneur. Sauf si sur une des entrées, vous avez un signe moins. Et à ce moment-là, il se transforme en un comparateur puisqu'il va faire la soustraction. Donc, vous pouvez avoir autant de signes que d'entrées disponibles sur ce sommateur. Donc ici, les signes sont plus pour E de P. Donc E de P rentre ici avec un plus. Et vous avez un moins pour l'entrée SM de P. La sortie de ce comparateur est le signal epsilon de P. Donc on a vu à la dernière séance que la sortie d'un comparateur est appelée erreur. Donc l'erreur epsilon de P ici est égale à E de P moins SM de P. Voilà. Alors, il se trouve que notre système est réalisé comme ça. Il se comporte de la sorte. En sortie du comparateur, en sortie de l'erreur epsilon de P, vous avez un bloc dans la fonction transfert est appelé A de P. En sortie de ce bloc, on récupère un signal appelé S de P. Alors simplement pour remettre dans le contexte, grand E de P c'est l'entrée principale, grand S de P c'est la sortie finale, et SM correspond à la sortie mesurée, puisqu'on a vu que parfois, dans la chaîne de retour, on pourrait avoir un capteur pour mesurer la sortie. Donc sur ce schéma en particulier, il n'y a pas de capteur. Donc ici, SM, c'est exactement S, puisqu'on s'est piqué sur S et on a repris le signal, le fil, jusque au comparateur. Donc typiquement ici, SM, c'est S. Mais dans le cas où on aurait un capteur ici, SM serait différente, cette sortie serait différente de S. Voilà, on nous demande de calculer pour ce système-là la fonction transfert en boucle fermée. Alors on avait dit que la fonction transfert en boucle fermée, c'est le rapport de la sortie S, sortie finale, sur l'entrée principale E. Donc la question est de savoir quelle est la fonction qui exprime le rapport de S de P
sur E de P. D'accord? Alors dans un premier temps, on va calculer la fonction transfert en boucle ouverte qui est aux bornes du bloc A de P. Donc G de P, c'est la sortie du bloc sur son entrée. Alors, on l'a dit précédemment, la fonction transfert en boucle ouverte, c'est la sortie du bloc sur son entrée. Autrement dit, c'est S sur epsilon. Le rapport de S sur epsilon, c'est la fonction transfert A de P. D'accord? Voilà pour la fonction transfert en boucle ouverte. Il nous faut calculer la fonction transfert en boucle fermée. Donc le rapport de S de P sur E de P. Et qu'on appellera H de P. Donc souvent, c'est des lettres qui sont réservées. G de P, c'est souvent la fonction transfert en boucle ouverte. Et la lettre H de P, c'est souvent la fonction transfert en boucle fermée. Donc on va utiliser l'équation du comparateur pour passer d'epsilon à E. D'accord? On cherche à retrouver le rapport de la sortie finale S de P sur l'entrée initiale E de P. Donc il se trouve que là, cette fonction transfert en boucle fermée est égale à A sur 1 plus A. Alors, petit exercice à ce niveau-là, je vous demande de me redémontrer cette fraction-là. Pourquoi avons-nous obtenu cette égalité? Donc je vous mets sur la piste, il suffit simplement d'écrire l'équation du comparateur, donc exprimer epsilon qui est égal à E moins Sm. Je répète, epsilon égale à E moins Sm. Sm, on en a parlé, c'est également égal à S. Donc vous mettez ces équations ensemble, vous remplacez, et puis vous exprimez le rapport de S sur E. Vous devriez trouver la fonction transfert en boucle fermée comme étant A sur 1 plus A. A de P sur 1 plus A de P. Exemple. Donc là, on a repris le système précédent. Simplement, on a sur la chaîne de retour une fonction transfert liée à un capteur. C'est pour ça qu'on l'a appelé C de P. Donc la boucle ouverte, elle est ici, on l'a appelée G de P. Et sur la chaîne de retour, on a installé un capteur. Alors vous pouvez très bien voir que on n'a pas de système en parallèle, puisque les signaux les flèches ne sont pas dans la même direction. On a une flèche qui va du comparateur vers G de P, et à la sortie, on a une rétroaction qui remonte jusqu'au comparateur. Donc on n'a pas de système en parallèle. C'est un système qui est en boucle fermée où on a une contre-réaction négative qui arrive sur le comparateur. Voilà, la question, comme vous l'avez deviné, est de calculer la fonction transfert en boucle fermée de ce système. Alors, comment on fait ici? Eh bien, vous allez commencer par exprimer, comme tout à l'heure, la fonction transfert en boucle ouverte, qui sera appelée G de P. Et donc forcément, si vous avez bien suivi, c'est le rapport de S de P sur epsilon de P. Ensuite, vous allez exprimer, pareil, l'expression du comparateur, à savoir la sortie epsilon de P égale à E moins Sm de P. Cette fois-ci, Sm n'est plus égal à S. Sm est lié à S par l'intermédiaire de la fonction transfert C. Et donc, comme pour tout bloc, la sortie de ce bloc égale à la fonction transfert fois son entrée. D'accord? Donc ici, si je reviens sur G de P, la sortie S de P, c'est G de P fois epsilon. En bas, Sm, la sortie, égale à C de P fois l'entrée S de P.
Donc vous aurez un système à 3 équations, vous les manipulez très facilement pour exprimer le rapport S de P sur E de P. Donc à la fin, vous devriez trouver que la fonction transfert en boucle fermée est égale à G de P sur 1 plus G de P fois C de P. Voilà. Prenez le temps, vous pouvez arrêter la vidéo à chaque moment et écrivez les 3 équations qui vont vous permettre d'aboutir à la fonction transfert de ce système. Fonction transfert en boucle fermée. Alors, un deuxième exemple où là, on va démarrer de plus loin. D'accord? On va démarrer des équations différentielles d'un système donné. Donc, on a toujours la sortie S de t, dérivée jusqu'à l'ordre 2, avec les coefficients suivants, donc 1 pour la dérivée seconde, 4 pour la dérivée première, et 3 pour S de t. Donc ça, c'est égal à 2 fois E de t. Alors, vous remarquez que l'entrée E de t n'a pas de dérivée. Pourquoi pas? Ce système se comporte comme ça. On n'a pas toujours des dérivés de l'entrée jusqu'à l'ordre m. Donc la question qui est posée est de calculer la fonction transfert de ce système. Alors je rappelle que la fonction transfert, c'est une fraction qui est égale à S de P, la sortie finale en fréquentiel, donc S de P, divisé par l'entrée initiale en fréquentiel, donc S de P sur E de P. Donc première étape, avant d'arriver à la fonction transfert, c'est de passer vers le domaine fréquentiel et donc utiliser la transformée de Laplace pour passer du temporel au fréquentiel. Alors, on va prendre une règle qui dit la chose suivante. Si on ne précise pas de conditions initiales, c'est qu'elles sont supposées nulles. Donc à partir du moment où les conditions initiales sont nulles, je peux utiliser très facilement l'opérateur laplacien P qui représente l'opérateur d sur dt. On verra plus tard dans les prochains cours comment on fait si les conditions initiales ne sont pas nulles. Mais pour l'instant, simplifions et je peux remplacer tout simplement tout opérateur dérivé d sur dt par l'opérateur laplacien P. Donc forcément S de t, pareil, sera remplacé par sa transformée de Laplace et on aura S majuscule de P. Idem pour l'entrée, E de t, on aura E majuscule de P. Alors, donc pour cet exercice, vous pouvez faire une pause, essayer de trouver la transformée de Laplace de cet équadif. Après, vous pouvez me reprendre, je vous donnerai directement la solution oralement. Voilà, je pense que vous avez fait un test. Donc ici, si on a bien suivi, sur la partie gauche, j'ai un d seconde sur dt carré. Donc ça sera remplacé par p carré fois grand S de p plus 4 d sur dt sera remplacé par p. Donc plus 4p grand S de p plus 3 grand S de p égale à 2 grand E de p. Donc là où il n'y a pas de dérivée, on ne remplace pas par l'opérateur laplacien. On prend simplement la transformée de Laplace, donc la lettre majuscule de la variable p. Alors qu'est-ce qu'on fait par la suite?
très simple. Il suffit de sortir S de P facteur commun. Donc vous aurez sur la partie gauche de l'égalité P carré plus 4P plus 3, tout ça à l'intérieur de la parenthèse, facteur commun de S de P égale à 2 fois E de P. Voilà, je pense que vous avez trouvé ça. Une fois que vous avez ça, le passage à la fonction transfert est très simple, puisqu'il suffit de trouver le rapport de S de P sur E de P. Donc si vous reprenez votre dernière équation, on obtient S de P sur E de P égale, si vous avez besoin d'un peu de temps pour faire le calcul, vous pouvez mettre en pause et puis reprendre la vidéo. Donc je répète, la transformée de la fonction transfert qui est demandée égale S de P sur E de P qui est égal à 2 sur P carré plus 4P plus 3. Voilà comment, à partir d'une équatif temporelle, on a retrouvé la fonction transfert de ce système-là. Bien évidemment, vous ne voyez pas pour l'instant l'utilité et tout ce qu'on peut faire avec la fonction transfert, mais ça va venir au gré des chapitres qui vont suivre. Voilà, donc là on a un exemple qui nous demande de simplifier ou de plutôt calculer les fonctions transfert que l'on doit mettre dans les différents blocs vides afin que le système à gauche de l'équivalence soit égal au système à droite de l'équivalence. Donc typiquement, vous avez un système qui a un départ à gauche du bloc G. Ce départ me gêne. Je souhaite déplacer ce départ à droite du bloc G. C'est ce qu'on fait sur le schéma de droite. Par contre, ça aura une incidence sur le système. Donc, par quoi remplacer les différents blocs? Par quoi remplacer les différentes fonctions de transfert afin que le fonctionnement du système ne soit pas perturbé et qu'il me donne toujours la même fonction de transfert à la fin. Voilà, l'exemple qui est en dessous nous demande de déplacer un départ qui se trouve à droite du bloc G et de le déplacer à gauche du bloc G. Donc c'est un départ qui me gêne pour une simplification de bloc. Et si jamais il partait à gauche, ça me simplifierait grandement la vie. Donc je peux faire cette modification à condition que le fonctionnement total du système ne soit pas changé. Donc si je le fais, que deviennent les blocs qui sont à droite? Donc comme cette partie-là est reprise en TD, on ne va pas donner la réponse tout de suite. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que vous pouvez très bien écrire ou donner des noms aux vecteurs en entrée et en sortie. D'accord? Donc sur la partie gauche, tout ce qui est entrée, je vais l'appeler E. S'il y a plusieurs entrées, je les appelle E1, E2, E3. Et tout ce qui est sorti, je les appelle S. S'il y a plusieurs sorties, je regarde les flèches. Là, j'en ai deux, je les appelle S1 et S2. Je fais pareil sur les blocs à droite de l'équivalence. D'accord? Et la règle me dit la chose suivante. Si j'applique la même entrée, il faut que je récupère les mêmes sorties. Auquel cas, les deux systèmes sont équivalents. Voilà, on en dira plus en TD. Donc le but du cours d'aujourd'hui, c'est de bien comprendre le rôle de la fonction transfert
comment obtient-on une fonction transfert à partir d'une équadif, et de savoir qu'une fonction transfert, c'est le rapport de deux polynômes qui, une fois factorisés, peuvent nous donner des racines au numérateur. Les racines du numérateur sont appelées des zéros. Les racines du dénominateur sont appelées les pôles. Et donc on verra par la suite que le calcul des zéros et des pôles a une incidence directe sur la stabilité du système. Voilà, vous avez un quatrième exemple ici qui vous demande de calculer la fonction transfert d'un système assez complexe qui a une entrée E de P, une sortie S de P et qui a différents blocs intermédiaires avec des départs qui ne sont pas évidents, avec deux comparateurs, avec des boucles fermées intermédiaires, des boucles fermées externes. Et donc on vous demande de simplifier tout ça pour aboutir à une fonction transfert simple qui lie S de P sur E de P. Voilà, donc entre parenthèses, il s'agit d'un médian de l'année 2009. Donc vous pouvez très bien vous jauger par rapport à ce médian pour voir si vous serez prêt à résoudre ou pas. Alors, juste pour vous dire que ce n'est pas un exercice facile une fois qu'on a vu le cours et uniquement le cours. Donc il faut attendre qu'on ait vu également le TD, qu'on s'exerce sur différents exemples, puisque la difficulté va monter crescendo, pour pouvoir résoudre ce type de système pour lequel je donne quelques pistes pour la résolution. Donc on va le résoudre par différentes étapes. Alors il y a une résolution analytique en écrivant les équations. On va la voir en TD. Et il y a une résolution graphique en identifiant si des blocs sont en série, en parallèle ou en contre-réaction. Donc la solution qui est proposée ici, c'est une solution graphique qui nous permet directement de se dire, voilà, B et D sont en contre-réaction. Donc si j'applique la formule vue tout à l'heure, je peux simplifier B et D en un seul bloc qui sera égal à B sur 1 plus BD. D'accord? Vous pouvez revenir sur quelques slides précédemment, vous allez voir un système similaire. Si on oublie tout le reste, si on regarde que B et D en contre-réaction, le comparateur, on a vu comment simplifier ce bloc. Ensuite, ici, j'ai une arrivée ici qui me gêne. D'accord? Alors, s'il n'y avait pas cette arrivée, A serait en série avec ce bloc. Tous les blocs en série, il suffit de les multiplier. Donc, cette arrivée me gêne, et d'où l'intérêt de déplacer un point de la gauche ou depuis la droite d'un bloc. Donc voilà une proposition pour le déplacement du point qui arrive sur le comparateur central. Donc le comparateur, je me suis débrouillé pour le passer à gauche de A. Alors en le déplaçant, ça a une incidence. Il faut mettre un bloc 1 sur A pour annuler cet effet. Et puis j'aurai tout de suite A qui sera en série avec le bloc B sur 1 plus BD. À ce moment-là, puisqu'ils sont en série, je peux prendre le bloc produit comme ça. Alors une fois que j'aurai écrit le produit, j'aurai AB sur 1 plus BD. Je vais avoir une contre-réaction avec C. Donc j'applique la même formule vue précédemment. Là aussi, j'ai une mise, si vous regardez bien, c'est une mise en parallèle avec 1 sur A, puisqu'on a les flèches qui partent dans le même sens. Donc je peux additionner les deux. D'accord? Et tout ça me ramène vers une fonction transfert d'un système qui lie E de P à la sortie S de P. Donc l'intérêt
de la simplification de blocs, c'est de partir d'une usine à gaz initialement, on la simplifie grâce aux équations ou au schéma bloc pour arriver à une fonction de transfert qui lie l'entrée à la sortie. Et à ce moment-là, on peut appliquer très facilement la théorie de l'automatique qui va venir par la suite. Voilà, alors si ce dernier exemple vous paraît compliqué, c'est un peu normal pour l'instant. Attendez qu'on ait vu des exemples plus simples jusqu'à ce qu'on arrive